Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint, Annie Ernaux, André Brink, Jean d'Ormesson, Lydie Salver, Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Antonio Lobo Antunes. À voix nue. Ce soir, Arnaud Laporte s'entretient avec Antonio Lobo Antunes. 3e épisode, l'entrée en littérature. Antonio Lobo Antunes, vous êtes né en 1942 à Lisbonne, une ville où vous vivez toujours. Vous avez fait des études de médecine en psychiatrie, vous avez servi durant 27 mois en Angola, pendant l'une de ces dernières guerres d'indépendance sur le continent africain. Vous avez été ensuite, à votre retour, médecin, psychiatre. Vous avez vécu au Portugal, la révolution des œillets. Votre premier livre paraît donc en juillet 1979. Mémoire d'éléphant. J'aimerais bien que nous reprenions nos entretiens à partir de ce moment-là. C'est une petite maison d'édition qui publie ce livre, un livre que vous n'arriviez pas à publier, mais que je ne sais pas si vous souhaitiez vraiment le publier. En tout cas, visiblement, aucun critique ne l'attendait avec impatience, et vous racontez que vous êtes parti en vacances et qu'en fait, à votre retour, il s'était vendu 100 000 exemplaires en un mois ou quelque chose comme cela, que c'était devenu tout d'un coup un succès public très important. J'étais pas. Les critiques, grâce à Dieu, je m'en suis toujours. Ça n'était jamais important pour moi. J'étais tellement sûr, et aussi sûr que ce livre-là, c'était pas encore ce que je voulais. C'était pas encore ça, c'était pas encore ça, c'était pas encore ça. Comme le cul de Judas, c'était pas encore ça. Les premiers 5, 6, 7 livres, c'était pas encore ça. Oui, mais pour le public, c'était ça. Comment est-ce que vous avez compris? Il fallait que j'aille plus loin. Mais comment est-ce que vous avez compris ce succès immédiat? Parce que plusieurs raisons. La plus facile, c'est que pendant la dictature, les livres se passaient soit dans l'Antiquité, soit dans un pays imaginaire, etc., pour échapper au mailles de la censure. On pensait qu'avec ce qu'on appelle démocratie, tous les chefs-d'œuvre qui étaient dans le tiroir allaient apparaître. Rien n'est apparu. Et les gens ont continué d'écrire de la même façon. Donc c'était le premier livre qui parlait de choses récentes, etc. Et puis il y avait une façon de dire les choses qui était différente à l'époque. Je me souviens que les gens, les maisons d'édition ne voulaient pas le livre en disant « ça c'est un truc étrange, on n'écrit pas comme ça ». Et j'avais cet agent américain qui m'a envoyé une lettre, je pensais que c'était une blague, un Américain. J'ai même pas répondu. Il a envoyé une deuxième lettre, j'ai pensé c'est chic avoir un agent à New York, etc. Et il essayait de placer les livres et personne ne voulait. Personne, j'étais refusé partout. 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 Et ils avaient bien raison, je crois. Et quand le livre sortit, finalement, ce fut un succès instantané. Mais, vous savez, vous êtes le critique le plus sévère de vous-même. Et ça, c'était pas l'important. On n'écrit pas. Là, je reçois beaucoup de manuscrits maintenant. Ce qu'on appelle jeunes auteurs. Et ce qu'ils veulent, c'est que je les lise lundi, que je dise le mardi qu'ils sont très bons, qu'ils soient publiés le mercredi et qu'ils soient fameux, comme ils disent, le jeudi. Et écrire, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et quand je dis, il faut que vous travaillez là-dessus, le jour suivant, ils ont déjà travaillé là-dessus. Ça, c'est un art de patience. Vous devez être préparé pour l'échec. Et je me demande parfois si le succès n'est qu'un échec à journée. Quand vous êtes au haut du piédestal, peut-être dans l'ombre est déjà celui qui va vous succéder. Et un grand livre, ça apparaît. Écoutez, nous sommes très loin du 19e siècle, où il y avait 30 génies en même temps.
en France, en Russie, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Maintenant, si vous trouvez 4 ou 5 bons écrivains partout dans le monde, c'est déjà beaucoup. Il n'y en a pas. Mais critique avec l'âge d'or du livre, c'est fini. Mais critique, vous l'avez beaucoup été avec vous-même, et je crois que vous l'êtes toujours, Antonio Lobo Antunes. Vous avez, avant ce premier roman publié, écrit beaucoup, mais vous détruisiez au fur et à mesure ce que vous écriviez, vous jetiez au feu. Je déchirais, oui, j'étais au feu, oui. Je n'étais pas bien, j'étais très mauvais. Je me souviens quand j'avais 18 ans, un mec de mon âge publiait un livre très bon, tout le monde était meilleur que moi. Et je me disais, peut-être que je n'ai pas un talent de cristal de roche comme Scott Fitzgerald, mais je suis sûr que je travaille beaucoup, je ferai mieux. J'étais absolument sûr, depuis le début, j'étais absolument sûr de mon génie. Ça, pour moi, c'était très clair. Et j'étais aussi absolument sûr que je faisais des choses très mauvaises. Les deux choses étaient vraies, c'était très clair pour moi. Et ça m'a pris très longtemps à trouver une voie personnelle. Très, très longtemps. Et en cela, des écrivains qui sont... quelques-uns français qui sont ignorés, que personne, par exemple, maintenant ne lit Antoine Blondin. Antoine Blondin était très important pour moi au début. Très important. J'ai une dette immense envers beaucoup d'écrivains, car c'est eux qui m'ont appris à écrire. Vous évoquiez aussi, dans un précédent entretien, quelque chose qui serait les mauvais livres, mais le mauvais goût aussi vous intéresse. Parmi les livres que vous citez souvent, il y a le Sappho d'Alphonse Daudet, qui flirte avec le mauvais goût, mais qui n'y tombe jamais. Ça vous plaît beaucoup. Ça, c'est une époque où j'utilisais le poids de mon nom pour faire vivre les classiques, faire publier les classiques qui étaient dans le domaine public. Et j'ai commencé avec 2 livres qui avaient été publiés la même année, La mort d'Ivan Ilyich Tolstoï et Sappho de Daudet. Sappho de Daudet, c'est un miracle pour moi. Un miracle. Cet homme réussit à ne jamais tomber sur le mélodrame quand il a un mélodrame entre les mains. Il réussit une œuvre parfaite sur le fil du rasoir, tout le temps, jusqu'au bout du livre. C'est un miracle, ce livre-là. Et il était très content parce qu'on a fait 3 éditions de Sappho au Portugal. De Daudet que personne lisait, personne connaissait au Portugal. D'ailleurs, il y a en France très bons écrivains. Par exemple, Zola, je pense que c'est un peu oublié. Il était un très bon écrivain. Mais comme partout, on ne donne pas la valeur à des écrivains français qui ont beaucoup, beaucoup de valeur. Qui les lit maintenant? Personne. Mais si vous pensez en termes du siècle, 20e siècle, là, je crois qu'on peut affirmer que 2 écrivains français vont rester. Proust et Céline. Ça me paraît indubitable. C'est 2 génies. Ils vont rester. Ils vont survivre. Comme la poésie d'Apollinaire va survivre. Comme la poésie de Villon n'a pas une ride. Même aujourd'hui, c'est incroyable. Et au Portugal, qui va survivre? Bon, la littérature, il ne faut pas la regarder dans... Une des choses bonnes de l'art est qu'elle n'est pas chauvine. Oui, mais c'est vous qui parlez de France, alors j'en profite pour vous retourner la question. Nous avons des écrivains, il y a des écrivains au XIVe siècle très bons qui ne sont pas lus. Nous avons des poètes magnifiques qui ne sont pas lus, même contemporains qui écrivent là maintenant. Pour les livres, maintenant c'est le désert partout. Et vous trouvez ça dans le désarroi des maisons d'édition, n'importe où. Je veux publier des livres, mais il n'y a pas d'auteur. Tout ce qui vient, c'est d'une écrasante médiocrité. J'écoute ça tout le temps. Il y a très peu de très bons écrivains maintenant. C'est fini, il n'y en a pas. Des prosateurs du XXe siècle qui vont rester. C'est comme ça, tout de suite. J'ai des doutes. Je crois qu'aucun d'eux va rester. Mais en tout cas, comme... Il n'y a pas comme en France une tradition, comme il y a eu au XIXe siècle français, n'est-ce pas? Pas seulement dans la littérature, la philosophie, l'histoire, etc. L'autre jour, je relisais Taine. Ça continue d'être superbe.
Ça continue d'être superbe. Et Kilitaine en France. Je ne sais pas. Je crois que je suis le seul Français qui continue de dire quelque littérature française. Mais et avec le journal de Gide, qui est une pure merveille aussi. Et avec cette dernière semaine, je ne sais pas pourquoi, j'ai relu un peu Colette. Ça tient encore. Ça tient encore, très bien. Mais puis vous lisez Jules Roman, ça... Mais enfin, c'est quand même... Je crois que le prestige que la France jouit toujours dans le monde, c'est toujours le prestige culturel. C'est toujours la culture qui fait le prestige d'un pays, n'importe lequel. Et la grande culture française, ça continue de subsister, même si dans les collections et dans les maisons d'édition, vous trouvez très, 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 très peu de livres français d'auteurs contemporains. Vous ne trouvez pas, c'est un désert. Vous ne trouvez pas, il y a très, très peu de noms, beaucoup moins de noms que des Espagnols, des Italiens, ou même des Portugais, beaucoup moins de noms. Il n'y en a pas, presque pas. Et pourtant, ça continue d'avoir une importance culturelle et de phare, comme de phare culturel, très, très grande dans l'Europe et dans les États-Unis aussi. Mais dans vos admirations, Antonio Lobo Antunes, il y a certes des Français que vous pouvez lire, on l'entend, vous entendre parler dans le texte, mais il y a eu une certaine importance qui a un peu passé pour le Ulysse de Joyce. Il y a Conrad et il y a Tolstoï. Est-ce que c'est Tolstoï qui est le plus haut pour vous? Conrad c'est un grand écrivain, il est très important pour moi. Mais Joyce, il m'agace un peu, car c'est la prouesse pour la prouesse. Vous voyez, il était contre c'est Tolstoï qui disait que le plus important dans un livre, c'est l'efficacité. Sacrifier les tentations d'une belle métaphore, dans ma même image, de montrer au lecteur, regarde comme je suis capable de faire ça. Par exemple, Nabokov m'agace quand je le dis, je le vois tout le temps en me disant, regarde comme je fais ça. Regarde comme je fais cette image, comme je fais cette métaphore, comme je... Et Kafka, je ne veux pas voir l'auteur tout le temps, je veux voir le livre. C'est le livre qui doit être intelligent, pas l'écrivain. C'est le livre qui doit être intelligent, pas l'écrivain. Et l'écrivain n'est pas, quand il écrit, n'est ni intelligent ni idiot. Il reproduit ce que les voix lui dictent. Dans les bons moments, quand votre main devient heureuse, c'est la main qui fait les choses d'elle-même. Et en plus, il y a une sorte de voix qui vous dicte. Et que quand la voix est en train de vous dicter, vous savez que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas, dans ma vie, 2-3 fois, je ne suis pas un homme à larmes, mais j'écrivais, il y avait des larmes qui me coulaient du visage, et c'était ça. C'était pas ça. Et j'ai jamais compris pourquoi, en travaillant le même nombre d'heures, et un jour vous faites 5 lignes et l'autre jour vous faites une demi-page. Pourquoi d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient? J'ai l'impression que les livres viennent des zones de vous-même que vous connaissez pas, que vous maîtrisez pas très bien. Donc, une fois, j'ai remarqué que quand on est entre la vigile et le sommeil, parfois vous comprenez tout le secret du monde. Ça vous est jamais arrivé? Et vous voulez vous réveiller, vous avez conscience que vous dormez. Et au fur et à mesure que vous montez à la surface, vous perdez tout. Et en arrivant à la surface, on a tout perdu. C'était atroce. Donc j'ai pensé, comment est-ce que je peux provoquer un état semblable? Et j'ai pensé, peut-être pas la fatigue. Donc, quand j'écris, il faut que je fasse pour beaucoup d'heures d'affilée, parce que les 2-3 premières heures, c'est perdu. Mes mécanismes logiques, mes relations, ma police politique antérieure, tout cela me tient et me retient et m'empêche de voler. Et quand vous commencez à être fatigué, ça commence à couler. Puis il faut être très attentif pour corriger tout cela et structurer ce délire. Parce qu'un livre n'est qu'un délire structuré, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est un édifice logique construit à partir d'une première prémisse erronée. Comme les délires. Par exemple, personne ne meurt en chantant. Et en écoutant la bohème, on peut s'émouvoir jusqu'aux larmes. Pourquoi? Parce que l'auteur
vous propose un pacte d'incrédulité, faisant semblant que c'est vrai. Ici, comme dans un film terreur, on ne tue personne et on a peur. Et quand ce pacte est suffisamment fort, on adhère à cela. Et ça devient la vérité. Et ça devient plus vrai que nature. Et ça devient la vraie vie. N'est-ce pas? Peut-être personne ne meurt comme dans la mort d'Ivan Illich. Et pourtant, c'est tellement ça. C'est exactement ça. Nous qui ne savons pas penser, nous pensons toujours en termes d'éternité. Quand quelqu'un dit « quand je meurs, je veux être crémade », qu'on dit comment? Incinéré. Réduit en cendres, etc. Ou je veux aller... On est en train de penser comme si on était éternel. Qu'est-ce que ça nous fout qu'on fasse ce qu'on fasse? Vous savez, vous irez dans un invalides, moi dans un invalides portugaises, un équivalent. Et à quoi ça nous sert? À rien. Mais on n'est pas capable de penser en tant que mort, on pense en tant que vivant. Donc on pense que les morts ne pensent pas. Et Napoléon, il avait compris ça très bien quand il disait qu'il y avait certains morts qu'il fallait tuer. Et comment les morts le persécutaient de différentes façons. Mais justement, cette fatigue dont vous parlez, il y a un cinéaste français qui s'appelle Jacques Doyon, qui est connu parce qu'il fait faire 20, 30, 40 prises à ses comédiens, parce qu'il explique qu'au bout d'un certain temps, ils sont tellement fatigués qu'ils lâchent quelque chose et qu'enfin, il y a quelque chose qui ressemble à une forme de vérité, enfin quelque chose qui n'est plus du jeu, quelque chose qui est plus tenu. On a l'impression que vous dites que vous écrivez 12, 13, 14 heures par jour, s'il le faut. Mais à ce moment-là, quand la fatigue arrive, qui est-ce qui écrit? Ça, c'est la question que je me pose. Parfois, je me sens un imposteur. C'est peut-être là que vous approchez ce petit noyau dont on a parlé dans un précédent entretien, cet endroit à l'intérieur de chacun de nous. Je veux dire, comme quand on me donne un prix ou une décoration, n'importe quoi, hein, et qu'on sait ce nom-là qui vient sous la couverture, je suis pas sûr que ce soit ce mec qui a écrit ça. Mais qui l'a fait? Vous avez l'impression que vous n'êtes qu'un instrument, qu'une sorte d'émissaire entre deux instances. Vous ne comprenez bien lesquelles sont. Non? Et alors, je me souviens d'un vers d'Apollinaire, quand il dit « Homme du futur, souvenez-vous de moi ». Oui, mais ça nous renvoie aussi, et c'est une chose, je pense, qui est importante, à l'Afrique. À la fois dans ce que vous venez de dire, que vous avez évoqué plusieurs fois, Antonio Lobo Antunes, le rapport au temps, un temps très élastique, où le passé est dans l'avenir, le futur est présent, tout se mêle, et la multitude des voix aussi. Il y a quand même quelque chose qui est peut-être alors de l'ordre du passé du médecin psychiatrique, les thérapies de groupe, la libre association. Tout ceci peut-être ressort dans la plume à un moment donné, toutes ces expériences-là. C'est la chose la plus compliquée dans l'art, pas seulement dans la littérature, la musique, etc., c'est le ton. Mais souvenez Saint-Augustin, qui a tellement écrit sur le temps. Quand il a demandé qu'est-ce que c'était le temps, il a répondu « Si tu me le demandes, je ne sais pas te répondre. Si tu me le demandes pas, je sais ce que c'est. » C'est quelque chose qu'on... Mais en ce moment-là, ce qui commence à me tracasser, c'est ce qu'on pourrait nommer le complexe Flaubert, c'est-à-dire le problème entre le créateur-créature. Vous vous souvenez de la rage Flaubert, la putain de la Bovary, etc. Parce que lui qui l'avait fait avec quelques syllabes, avec des mots dans un morceau de papier, elle allait vivre et moi je vais mourir. De quel droit elle va vivre? Et de quel droit je vais mourir? Ça l'a tracassé pendant ces dernières années. Il est mort à 59 ans, il n'était pas vieux. Pour l'époque. Mais pourquoi mes créations vont durer et pas moi? Ça, c'est un problème qui commence à être étudié, c'est très curieux. Par exemple, Picasso, il avait ça. Pourquoi mes trucs, j'ai fait... Ça va rester, et moi, et pas moi. Et moi, je vais mourir, et je suis périssable. Et les jours vont continuer sans moi. Et là, car à partir de 40 ans, nous commençons à avoir quelqu'un assis dans le noir qui nous attend.
et nous commençons à sentir sa présence. Moi, j'ai senti ça toute ma vie, la présence de quelqu'un qui était assis dans le noir. Parfois, on essaie de la regarder par-dessus l'épaule parce qu'on a peur de regarder de front. Tu peux continuer, tu as encore un peu de temps. Mais c'est un si bref éclair entre deux éternités que vraiment, quand vous y pensez, à quoi ça vous fait, à quoi ça fait à Cervantes ou à n'importe qui, qu'il soit encore lu, apprécié, etc. Parce que, à propos de Cervantes, il disait, parce qu'on ne peut rien contre le ciel, qu'il écrivait, surtout quand il pleut. Et c'est d'ailleurs vrai, on ne peut rien. Nous sommes tellement... En même temps, c'est touchant que des êtres aussi fragiles que nous, aussi brefs, aussi à la merci de tous les accidents antérieurs et extérieurs, de tous les grands tremblements de terre antérieurs, toutes les catastrophes antérieures, etc., qu'on réussisse à bâtir une œuvre. Donc j'ai un immense respect pour les créateurs. J'ai connu des scientistes, j'ai connu des hommes politiques, mais je n'ai eu que du respect pour les créateurs, car ils souffrent beaucoup. Ceux que je connais, surtout ceux dont on ne voit pas la souffrance. Par exemple, Matisse, avec sa peinture jubilatoire. Il suffit, si on a un Matisse à la maison, on n'a pas besoin de fenêtres. C'est plein de soleil, plein de lumière, plein de vie. Il y a une joie, une célébration de la joie. Et c'est d'une part la seule victoire contre la mort. Et d'autre part, ça nous fait que nous soyons debout sur les pattes derrière, grâce à des hommes comme ça. Et donc, c'est dommage de ne pas les connaître, hein, pour leur dire merci. Merci de m'avoir donné ma dignité d'homme, ma dignité de personne. Mais ça, c'est possible. Je reviens encore en Angola, si je puis dire, Antonio Lobo Antunes, parce que c'est là que vous réalisez que vous êtes un homme parmi les hommes et qui peut donc écrire sur des hommes. Il y a quand même quelque chose comme ça de l'idée d'être dans le monde et donc d'avoir une voix et qu'à travers vous puissiez donner à entendre tant de voix, puisqu'on sait bien que dans vos livres, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui parle, mais c'est quand même toujours vous qui écrivez. C'est vrai. Parce que je suis un homme commun. Parce que je suis Antonio Lobo Antunes seulement que j'écris. Hein? Comme un acteur, comme n'importe qui. Et au fond, tout ce que nous faisons, c'est traduire, même dans notre vie quotidienne, nous tous, tout le temps. Traduire et mentir. Et de plus en plus, le mensonge, ça m'énerve. De plus en plus. Car c'est pas élégant. C'est pas élégant. Mais ça, je crois qu'il faut le souligner. Ce que nous, sans le savoir, nous devons aux artistes et aux gens qui ont changé notre vie. Il y a un livre très curieux, publié par le Times, New York Times, fait par des journalistes, qui c'est des notices nécrologiques. C'est pas des grands politiciens ou artistes ou n'importe qui. C'est de l'homme qui a inventé les petits sachets pour le sucre. Le monsieur qui a inventé les robinets qu'on tourne vers la droite au chaud, vers la gauche au froid. Pour l'homme qui a inventé la fermeture éclair, c'est une chose complètement géniale. Pour l'homme qui a inventé la sphérographique, un stylographe, c'est une invention incroyable pendant la guerre, comme vous savez, parce que les pilotes écrivaient ça avec et donc l'attente. Vous ne pouvez pas avoir l'encre et la plume, ils avaient besoin d'un stylo. Ouais. Et tous les jours, nous vivons grâce à ces hommes qui ont inventé les interrupteurs, les micros, tout cela, des choses auxquelles on regarde, on ne pense même pas. Donc nous vivons sur ces hommes-là, et ces hommes et femmes qui font que nous puissions vivre comme nous vivons aujourd'hui. C'est incroyable. Et tous les jours, même à chaque petit geste, nous rencontrons cela.
ce miracle de ce côté eau chaude, ce côté eau froide, c'est extraordinaire comme invention. C'est une simplicité extraordinaire. Donc, le grand art, c'est un outil comme ça. Ça vous sert à vivre, ça vous sert à avoir à l'eau chaude à l'âme, ça vous sert à sucrer votre vie, etc., etc., etc. Et ça, je suis très reconnaissant pour ces gens-là qui ont rempli ma vie de choses utiles et belles, n'est-ce pas? Parce que, ça, je me souviens de Keats, le poète anglais, qui disait qu'une chose belle, une belle chose, est une joie pour toujours. Et la joie qu'il continue de nous procurer, quand nous entendons par exemple les impromptus de Schubert, et que soudain il y a des pauses, et la pause devient insupportable. Et quand vous êtes près du cri, il vous sauve avec une note comme ça. Et ces hommes qui ont rempli notre vie de beauté et qui nous ont redonné une dignité, et qui nous font sentir orgueilleux d'appartenir à leur espèce, n'importe où qu'ils vivent. Mais alors en retour, pour conclure cet entretien, Antonio Lobo Antunes, si moi je vous dis, comme je le fais régulièrement depuis de nombreuses années, si je vous dis merci, merci pour vos livres. Ah non, comment l'entendez-vous? Ne me remerciez jamais, car j'accorde jamais des faveurs à personne. De la même façon que je veux pas qu'on me les accorde. C'est parce vous avez le droit de dire merci aux autres, on n'a pas le droit de vous dire merci. On n'a pas été mal, on s'est amusé et tout, on s'est amusé, on s'est ému, comme dans la vie. On a eu un peu de tout et c'est bien comme ça. Et parce que, vous savez, l'interview, ça dépend beaucoup plus du journaliste que de la personne qui l'interviewe. Si le courant passe, ça marche, si le courant passe pas, c'est inutile. Et c'est un art très très difficile. C'est un art très difficile. Ça dépend du journaliste. Vous refusez mes remerciements pour vos livres? Mes remerciements de lecteurs, vous les prenez quand même, Antonio Lobo Antunes. J'ai le droit de vous dire merci? Okay. C'était À Voix Nue. Arnaud Laporte s'entretenait avec Antonio Lobo Antunes. Une série d'émissions réalisée par Anne-Pascale Desvignes, prise de son Valérie Lavalard, attachée d'émission Claire Poinsignon. Vous pouvez également réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Culture. Demain, 4e épisode, La mort, le temps. France Culture, un été d'écrivains.
Un été d'écrivain, deuxième partie, le temps de la lecture. Ce soir, les pages arrachées à un livre de Antonio Lobo Antunes, Mon nom est Légion, un livre paru aux éditions Bourgois. Un policier en fin de carrière a reçu pour mission de neutraliser une bande d'adolescents se livrant, comme le dit l'auteur, à des actes antisociaux à caractère violent et qui a pour base de repli le quartier du 1er mai, amoncellement d'habitations clandestines au nord-ouest de Lisbonne. Le policier n'est cependant que le premier d'une longue série de narrateurs, tous concernés à des titres divers par cette enquête. David Holofen, cinéaste, passionné des œuvres de Antonio Lobo Antunes, a choisi des extraits parmi les 19 chapitres qui composent ce livre et la vingtaine de narrateurs qui se succèdent. La réalisation est signée par Étienne Vallès. Antonio Lobo Antunes. Mon nom est Légion. Extrait. 3e émission. Texte dit par Geneviève Niche. Je suis née ici. J'ai toujours vécu ici. Mes parents et mon fils sont morts ici, donc je suis d'ici et n'en partirai pas. Mon mari aura beau continuer de répéter que même les corbeaux se sont enfuis, que les morts ont cessé de demander de nos nouvelles dans le terrain vague où on les enterre en cachette, juste derrière ce qui reste de la chapelle d'un domaine, plus jamais « Comment vas-tu ? Comment te sens-tu » Plus jamais celui qui, à l'âge de 7 ou 8 ans, me faisait la cour à l'école et que des fièvres ont emporté, ne profitera de la conversation des herbes folles au mois d'août. Je pense toujours à toi. Et moi, reconnaissant sa voix, pas une voix d'adulte, évidemment, une voix d'enfant. Même s'il se taisait sur le champ, intimidé, il courait plus vite que les autres, et c'était la preuve que nous étions amoureux. Personne ne courait aussi vite, depuis le bureau de poste jusqu'au café de l'Indien. En arrivant au café, il me souriait presque. Il n'osait pas sourire. Si bien que moi, presque un sourire aussi, c'est-à-dire un sourire en dépit de mon air sérieux, mes copines indécises. « Tu souris, là, pas vrai ?» Et ça s'est arrêté là. Ce n'est que bien après son enterrement, et moi, une femme depuis des mois, qu'il a trouvé le courage. Je pense toujours à toi. Ça, pendant l'été, pendant l'hiver silence, préoccupé par son costume neuf qui prenait la pluie. Restaient alors les autres morts en terre depuis plus longtemps. Comment te sens-tu ? Comment vas-tu ? À qui le froid ne faisait pas peur, tant d'ombrelles ouvertes là-dessous, tant d'écharpes et d'engelures aux articulations. Je ne sais pas si j'ai aimé mon fiancé. Je ne sais pas si j'ai aimé qui que ce soit dans la vie. Je crois que je n'ai aimé personne. Je suis seule. Parfois je me dis qu'un môme en train de courir depuis la cour de récréation jusqu'au café de l'Indien dans l'espoir que moi, contente et faux. Mes parents sont morts avant la naissance de mon fils, et pour eux c'est pareil. Je ne sais pas si je les ai aimés. Si ça se trouve, ils me demandent « Comment te sens-tu ? Comment vas-tu » Mais je ne crois pas que ma mère. Je pense toujours à toi. Je sais que je ne quitterai pas le quartier. Même si la police ou les autres blancs doivent tous nous tuer, du reste les corbeaux ne sont pas partis, vu qu'un déploiement d'ailes dans les peupliers que l'infirme à la béquille a rafistolé, et des nuages en paix où volent les cygnes en mars. Ma mère s'arrêtait à l'entrée de la maison, la main à l'horizontale sur les sourcils pour les regarder passer, puis sur la pointe des pieds, comme si elle allait partir avec leur bande, dès qu'il n'y avait plus dans le ciel ni nuages ni cygnes. La main le long du corps, et quelque chose dans ses manières. Ma mère grosse. À ton âge, j'étais une vraie asperge, tu sais. Qui disait je ne sais quoi. Vous aimeriez redevenir une asperge, mais... Elle, tout à coup maigrichonne, et dans ces moments-là, il me venait à l'esprit qu'un peu plus, et nous aurions grandi ensemble. Sans que je sois capable de la consoler, vu que je n'aimais personne. Je m'asseyais sur une brique, c'était ma manière à moi de la fuir, autrement dit, moi, hors de portée, à compter les fourmis qui se saluaient en se croisant entre une lézarde et un caillou.
moi contre le grillage du camping, observant les étrangers qui jouaient aux cartes sur des chaises en tissu. « Pourquoi si blonds vous autres et moi métis ?» Une fois, ils m'ont jeté de l'argent sans interrompre leur partie. Je me suis accroupie dans l'herbe pour trouver les pièces dont l'éclat se confondait avec celui des boîtes de conserve et des goulots de bouteilles. Je les ai montrés à mon père et mon père... « Tu fricotes avec les Allemands ?» En me les fauchant, il a croqué dedans, et elles ne se sont pas pliées. Il les a observées à la lumière. « Combien on peut en tirer ?» Mais il n'a pas eu le temps d'en profiter des pièces, vu que tout à coup, lui, le front oblique a débité des absurdités à gros bouillon. Ma mère absorbée par les signes, et moi avec l'envie de courir autant de fois qu'il le faudrait entre la cour de récréation et le café de l'Indien, non, entre la maison et les figuiers sauvages, jusqu'à ce que mon père aille mieux. « Tenez bon pendant que je cours et vous allez guérir !» Et lui, basculant à terre, ma mère de retour après avoir observé les signes, furieuse à cause de sa graisse, le prenant à témoin. « Pas vrai que j'étais une asperge !» Vexé que mon père ne se donne pas la peine de répondre, quand mon père capable seulement de « Comment te sens-tu ? Comment vas-tu ?» Au fond du terrain vague, juste derrière ce qui reste de la chapelle du domaine, cet intérêt que les morts nous portent, fait de jalousie et d'aversion, des petites voix amères qui se font mauvaises avec nous. « Pourquoi es-tu toujours vivante, toi ?» Persuadée qu'on a fait main basse sur leurs coffres ou leurs poules. « Tu nous les as volés !» Décidée à se jeter dessus, désirant furieusement en reprendre possession, écrasant la volaille sans s'en apercevoir, et des pattes et des plumes qui gigotent en tous sens. Ma mère, se méfiant de mon père, lui lançant avec prudence, sans oser le toucher. « Ne m'écrase pas. Laisse-moi. » Une asperge à nouveau quand le ganglion est apparu sur son cou. On a attendu une matinée entière chez le médecin à Amadora, au milieu des soupirs, des varices, et la pendule sur le mur, des petits tours. Une infinité de petits tours, il m'a semblé. Parce que la secrétaire... « Vous les nègres, en dernier !» Le médecin nous a reçus sur le pas de la porte, le par-dessus déjà enfilé, sans s'attarder sur ma mère. Il s'est attardé sur moi et un changement dans ses yeux. Il a remarqué l'indignation de la secrétaire. « Une négresse !» qui comprenait bien son silence, puis ses yeux se sont de nouveau éteints. « Ça ne vaut pas la peine de la soigner. » Il s'est retourné dans les escaliers, seulement cette fois par la secrétaire, lui-même. « Une négresse !» Dès que lui-même... Une négresse. Pendant un instant, mon père, « Tu fricotes avec les docteurs ?» Avant de disparaître à nouveau sans plus penser à moi. On était en mai, parce que les figuiers sauvages, des petits boutons qui n'arrivent jamais à devenir des fleurs, ils sèchent sur les branches, d'abord rosés puis sombres, puis rien, et les figuiers hérissés d'épines. Ma mère, à mesure que son cou grossissait, « J'étais plus jolie que toi, tu sais ?» Me détestant parce que j'étais une asperge sans maladie au cou et que j'étais encore vivante. « Restez donc avec le médecin si ça vous chante. Mère, n'est-ce pas ce que vous avez toujours voulu? Un blanc qui vous ferait sentir blanche et vous rendrait blanche. » Elle épiait mon père, contrarié. « Pourquoi tu n'es pas blanc, toi ?» Sans que mon père vous entende, puisque vous ne prononciez pas les mots. Moi, je vous entendais, car je parlais la même langue que vous, au médecin. « Je n'ai pas toujours été grosse, monsieur. » « Alors ne vous gênez pas. Allez-y le voir, à Amadora. » Quand j'avais l'âge de ma fille, j'étais plus jolie qu'elle. « Emmenez-le avec vous, je ne pense plus. »« Je pense toujours à toi. » « Je ne pense plus à vous, je vais vous oublier. » Je ne comprends pas pourquoi je ne vous oublie pas. Et je ne partirai pas du quartier,
Même si la cour de récréation et le café de l'Indien n'existent pas. Même s'ils n'existent pas, ils existeront toujours. Ils sont là. Regardez. Et qu'on ne me voit pas courir. J'imagine que ma mère continue de me détester, après toutes ces années, vu qu'elle ne me demande pas comment je me sens dans le terrain vague. Il est possible que... Pourquoi je ne suis pas blanche, moi? Pourquoi on n'est pas blancs tous? Pourquoi on n'habite pas à Lisbonne? Pourquoi on nous maltraite? Pourquoi on n'a pas d'argent? Ce sont d'autres voix que j'entends. Des morts d'avant ma naissance dans un portugais de nègres parce qu'on est des nègres, et qu'il n'y a pas un endroit où on nous accepte, à part au milieu des figuiers sauvages avec leurs épines. Si j'avais parlé de ces voix à mon mari, il aurait eu beau se pencher vers le sol. Et il se serait penché vers le sol. Pauvre de lui. Il n'aurait rien entendu d'autre que le vent dans les herbes. Mon mari blanc. Et vous pouvez m'envier pour ça aussi, pas un docteur, pas quelqu'un d'important, mais quelqu'un d'important vu que blanc. Il vous fait envie, mon mari. Mère. De sorte que pas mort avec moi quand la police nous tuera. Mon mari persuadé que l'infirme à la béquille reviendrait, non pas pour réparer les oiseaux, pour nous réparer, nous, avec des cordelettes et des bouts de bois. Je n'admets pas que vous puissiez les tuer. Et mon fils là-bas, faisant vrombir son avion, je pense que le dernier jour est arrivé parce qu'un je ne sais quoi chez les corbeaux en train de nous dire adieu. On s'en va, ciao. Mon amoureux de l'école répétant mon prénom. Moi, n'aie pas peur, j'arrive. Et mon mari, je n'entends pas. De même que je n'entendais pas ma mère, ni les vieilles accroupies autour d'elle comme si elle avait été un chevreau dont elle se serait partagé les intestins. Et elle était un chevreau dont elle se partageait les intestins. Lui confiant des messages pour les défunts. N'oublie pas de saluer mon grand-père, ma sœur Emilia, qu'elle y aille doucement sur les beignets. Monsieur Lucas, où avez-vous laissé les ciseaux? Pas moyen de les trouver dans le tiroir. Moi intéressée. Dites, ça fait quoi de mourir? Sa place vide sur le traversin, et elle dans le terrain vague pour distribuer les messages. Votre petite fille vous salue bien, oncle Géronimo. Interdire des beignets à une vésicule délicate ou fouiller des tiroirs. Où ils sont passés, ces ciseaux? Quelle effervescence sous terre, les amis! Et les baraques brûlées, les poulets dans les arbustes, et les chiens dans les moulins de paillas essayant de regagner la cour de leur maison. Par moments, je me demande si je suis vivante. Est-ce que je suis vivante? Et je ne sais pas répondre. Mon fils est-il vivant, moi qui n'aime personne et ignore ce qu'aimer signifie? Mon amoureux de l'école qu'il n'aille pas répéter. Je pense toujours à toi. Parce que moi je ne pense pas à lui. Je me contente d'informer un bonhomme avec sa pipe. Vous avez le bonjour de votre petite fille, monsieur. De conseiller à une créature qui écaille son poisson dans une ruelle. Doucement sur les beignets. Et d'ouvrir les commodes en quête de ciseaux dont je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Si ça se trouve, ils se sont trompés. Des tenailles ou des pinces oubliées. Avant mon mari, un autre mari, pas blanc, métis, et mieux habillé que les blancs s'attardant sur moi 2 fois plus longtemps que le médecin. Il fouillait sous ma robe, persuadé que je lui appartenais, moi qui n'appartenais à personne, à la rigueur aux herbes de septembre qui parlent avec moi, tandis que lui se fichait des herbes. Il n'habitait pas dans le quartier. Il ne m'a pas dit où il habitait. À Lisbonne peut-être, comme les riches, lui riche. Il me caressait les seins, la taille, le dos, et moi, en moi-même. Pourquoi tu ne cours pas au lieu des caresses? Vu que ce que font les amoureux, c'est courir plus vite que les autres. Il me caressait et moi de m'interroger. Tu fricotes avec les métis? De m'interroger. Qu'est-ce que je ressens? Et je ne ressentais absolument rien, à part des intestins tièdes de chevreau. Je tâtais de la paume de la main, et tièdes, des intestins de chevreau ou les miens, pas les intestins que les vieilles partageaient, les miens que le métis partageait, et l'odeur du marécage dans lequel le sang coulait, plus l'odeur du sang que l'odeur du marécage.
les corbeaux poussant des cris dans les peupliers. Pas des cris, des bêlements. Son sang dans le marécage. Et je me suis rappelé les étrangers du camping qui jouaient aux cartes. Pourquoi si blonds, vous autres, et moi métis? Bouche blonde, cheveux blonds, manière blonde et moi foncée. Découvrant des pièces qui se confondaient avec des boîtes de conserve et des goulots de bouteilles, moi toute seule chez mes parents avec l'ampoule allumée, et fixant l'ampoule sans m'arrêter, jusqu'à ce que, plus toute seule, l'ampoule au plafond, et moi pas au lit, avec elle, laquelle de nous deux s'allumait, s'éteignait, tant de tessons qui me blessaient au-dedans quand le métis m'a trouvée, et ma mère dans le terrain vague de la chapelle. J'étais plus jolie que toi, se comparant dans la glace, elle qui débordait de sa robe. Vous étiez plus jolie que moi, mère, ne vous en faites pas. J'étais plus jolie que toi, et ton père était laid. Vous étiez plus jolie que moi, et mon père était laid, vous avez raison, ne vous exaltez pas. Regardez-le qui empoche les pièces, les soupèse, les croque. Combien on peut en tirer? Alors j'ai compris qu'une chose en moi, vu que les os grandissaient, le gros corps de ma mère a remplacé mon corps. Et l'ampoule au plafond qui me réprimande. Tu fricotes avec des nègres? Avant de se taire, en apprenant que la police l'avait tué à l'entrée du quartier, le métis à plat ventre devant la voiture, mieux habillé que les blancs, plus distingué, ses chaussures de prix au milieu de leurs chaussures bon marché. Un des policiers lui a marché dessus, et sa bouche s'est agrandie tout le long de la joue déchirée ou une molaire en or, comme c'est joli. Le visage pas métis, rouge, pas à cause du sang, je pense, mais rouge, la trace de la semelle sur le menton rouge, les vieilles qui se partageaient les intestins du chevreau avec un baquet, une nappe et des chuchotements de prière, pareils aux arbustes. Non, plus fort. Non, pareils aux arbustes. Je pense toujours à toi. Des éventails en osier, pas des éventails, des éventoirs pour la cheminée dispersant des éclats de braise, des poussiers noirâtres, des particules jusqu'à ce que la bouche de mon fils tout le long de la joue, rouge, je dis mon fils sans comprendre le mot fils, tout comme je ne comprends pas le mot mère ni le mot père. Ma mère est une femme qui surveille les cygnes, trop grosse pour s'en aller avec eux. Mon père est un homme qui bascule à terre, et moi, celle qui compte les fourmis entre une lézarde et un caillou. Demandez aux policiers qu'ils ne les écrasent pas. N'écrasez pas les fourmis. Eux. Des fourmis. Pendant que les cygnes disparaissaient un à un sur les nuages. Ma mère est une femme grosse. J'étais plus jolie que toi, tu sais. Quasiment au bord des larmes en se comparant à moi. Je ne me compare pas à mon fils parce que je n'ai pas eu de fils. J'ai eu des tessons qui me blessaient au-dedans et des pleurs que les vieilles ont enveloppés dans des linges. J'ai regardé le visage rouge piétiné, celui du métis, avec les policiers qui se fichaient de lui à cause de la déchirure sur la joue, et j'ai répondu « Je n'en veux pas ». Parfois on trouvait 3 ou 4 pigeons empêtrés dans les hêtres battant vainement des ailes. L'infirme à la béquille les remontait. Ils se remettaient en route sur quelques mètres, puis s'effondraient à nouveau avec une patte cassée. Si je pouvais, je me mettrais à courir, mais la cour de récréation de l'école, un désert d'agaves, et le café de l'Indien, des fondations calcinées, pendant que je pensais qui va venir en aide aux cygnes à présent. Je me souviens de l'un d'eux sur un toit. Moi, « Il va glisser !» Les bâtards en bas, leur gloutonnerie excitée. Et il a glissé, effectivement. Il a essayé de se cramponner avec ses griffes, son bec. Moi, « Il va me regarder, il va m'appeler !» Et il ne m'a pas regardé, ne m'a pas appelé. Il est descendu le long des plaques de carton, que des gens empêchaient de glisser à leur tour. Et pas seulement les chiens, les vieilles des chevreaux, les voisins, les policiers dans les figuiers sauvages à qui on donnait la nausée. « Regarde un peu ce qu'ils mangent, les nègres !»
Si le cygne avait été capable de vrombir comme l'avion en fer blanc que le policier a emporté, il aurait réussi. Le métis ne me manque pas, comme ne me manquent pas ceux qu'ils appellent mon fils et qui n'est pas mon fils. Ce sont des tessons qui me font mal au-dedans. Je n'aime personne. Je n'ai jamais aimé personne. À quoi ça m'avancerait d'aimer? Mon mari a passé des mois à mes pieds. D'abord, je ne me suis rendu compte de rien. Puis, quand je m'en suis rendu compte... Qui c'est, celui-là? Je le trouvais au milieu des figuiers sauvages. Si par hasard je passais avec un seau ou quelque chose. Il baissait la tête, pas mieux habillé, pas riche. Ce n'est que des années plus tard qu'il m'a parlé d'une fillette à Pignel. Je ne sais même pas où ça se trouve. Est-ce qu'ils ont seulement existé, Pignel, le portail, les mimosas? Et d'une femme aux cheveux rouges soulevant ses jupes en ordonnant « Regarde !» Ce n'est que des années plus tard qu'il m'a demandé laquelle des deux j'étais. « Laquelle des deux tu es, toi ?» Moi qui ne suis rien qu'une métisse, une négresse. Je ne connais pas la vie des Blancs. Je connais les corbeaux, les cactus et les petits boutons qui n'arrivent pas à devenir des fleurs. J'ai servi chez un veuf et ça m'était égal que ses yeux s'attardent sur moi, qu'il fouille sous mes habits, du moment qu'aucun tesson ne me blessait. Moi intacte, j'écoutais l'herbe de septembre qui parle avec moi, lui comme les autres sans comprendre l'herbe. « Qu'est-ce que tu as ?» Alors que c'était l'herbe qui parlait, pas moi. Moi, à la recherche d'une ampoule allumée pour la fixer, et le veuf veillant à ce que moi, pas au plafond, avec lui. Il m'a offert une petite bague, et immédiatement mon père dans le petit salon entre les potiches chinoises. Chinoises? Qui tremblaient à chaque pas sur le parquet. « Tu fricotes avec le veuf ?» En examinant la porcelaine, et moi. « Laissez-les à leur place, père. » Le veuf refermant son album de timbres et le désignant de sa loupe. « C'était ton père ?» D'une petite voix qui avait du mal à prendre chair, et l'impression que la voix ne sortait pas de lui mais des potiches, que la véritable voix, énorme, m'anéantirait si elle se faisait entendre. Alors, les tessons du métis et de mon fils, pas seulement dans mon ventre, dans tout mon sang. Quand je parle du veuf, mon mari fait son apparition, qui m'observe comme la fillette de Pignel l'observait, lui. On devine le début de la nuit dans les figuiers, pas encore le changement de couleur, le silence. Et mon mari, « Vous permettez ?» Comme si un blanc demandait la permission, ils disent « Viens là !» Ils disent « Toi !» Et lui, « Vous permettez ?» Pas en tenue de policier, en tenue de vendeur de bijoux, autrement dit en tenue de pauvre. Il travaillait sur les marchés où des porcelets, des feux d'artifice, de la musique. J'ai toujours pensé que des créatures comme nous, en train de protester à l'intérieur des porcelets, ces reniflements, ces pleurs au moment de les tuer, la jatte pour le foie et les porcelets. Non, pas des bruits de bêtes, eux. Non, des paupières transparentes avec d'authentiques larmes. Ma mère retenue prisonnière par les vieilles, incapable de bouger, cependant même si pas un son. Et pas un son vraiment. Ma mère. Non. Si on m'accordait quelques heures, je raconterais cela un peu mieux. Reculant dans son coussin tout en restant là. Non. C'est-à-dire un visage factice devant nous et le visage authentique là où on ne pouvait l'atteindre. Je n'ai pas le temps, j'en suis navrée, je voudrais vraiment que vous sachiez. Non. C'était Antonio Lobo Antunes. Mon nom est Légion. Extrait. 3e émission. Texte dit par Geneviève Niche. Assistance technique et montage, Sylvain d'Angoise. Prise de son et mixage,
Rémi Fessard. Assistante à la réalisation, Delphine Lemaire. Réalisation, Étienne Vallès. Mon nom est Légion est publié aux éditions Christian Bourgois dans la traduction de Dominique Nedelec. C'était Un été d'écrivain, des entretiens, des lectures, des auteurs français, des auteurs étrangers. Toute cette semaine, Antonio Lobo Antunes. Vous pouvez réécouter, télécharger sur franceculture.fr cette série. À demain.